Alors, on attaque le chapitre 23, ensemble fini et dénombrement. Et on s'intéresse d'abord aux ensembles finis. Je donne juste un petit rappel, ou quelques petits rappels et un lemme. Alors, les rappels, c'est sur l'ensemble grand N qui va jouer un rôle fondamental. Hein. Grand N est l'ensemble des entiers dits naturels, c'est-à-dire grand N égale 0, 1, 2, 3, 4, 3 petits points, ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. Il est muni, grand N est muni d'une relation d'ordre total inférieur ou égal, bien sûr. Je vous rappelle qu'on met toujours ou égal pour qu'elle soit réflexive. Un nombre est plus petit que lui-même. On peut caractériser. On a 2 points qui sont pour l'instant des lemmes admis. Alors, propriété 1, toute partie non vide, on a les propriétés ou les axiomes, allez, puisque c'est choisi comme des choses qui permettent en fait de caractériser n. Donc j'en donne 3, toute P1, toute partie non vide de grand N admet un plus petit élément. Est-ce que intuitivement c'est clair? Admet un plus petit élément. C'est quoi un plus petit élément? On le notait PPE ou minimum, hein? Minimum, plus petit élément, ou une propriété de toute partie non vide est majorée. Toute partie non vide est majorée. Ça se rajoute à la première. Hein. De grand N admet cette fois un plus grand élément. Un plus grand élément. On le notera PGE ou maximum. Plus petit élément d'une part, plus grand élément d'autre part. Hop. Et plus grand majoré, plus grand élément. Et puis une troisième, c'est que le P3, au contraire, lui, c'est que N n'admet pas de plus grand élément. Alors, ces petits rappels sont assez évidents, mais du coup, à chaque fois qu'on aura un ensemble qui est inclus dans N, dont on sait qu'il n'est pas vide, on pourra poser minimum de E, et ça sera un entier. À chaque fois qu'on aura un ensemble majoré, un sous-ensemble majoré de N, on pourra poser P ou Q, peu importe, égale max de E, ou E et de N. En revanche, il faudra faire attention, on ne pourra pas faire ça pour un ensemble quelconque, sans avoir vérifié le fait qu'il est majoré. Le lemme que je vous donne maintenant, donc un lemme, soit N, deux entiers, N et P dans N étoile, N et P dans N étoile. Un petit rappel, mais c'est évident, hein, N étoile, c'est N privé de 0. Il existe une bijection
de l'ensemble 1n dans l'ensemble 1p, si et seulement si, à votre avis, hop. Bon, ça c'est un truc qui permet de compter les objets. Il existe une bijection, le lemme est là pour assurer qu'on puisse compter les objets de façon unique. Il existe une bijection de l'ensemble 1n dans l'ensemble 1p, si et seulement si n égale p. N égale p, preuve exercice délicat, ou exercice ou admise pour l'instant, admise ou à faire en exercice, ou à chercher, ça se trouve dans n'importe quel ouvrages sur le programme de MPSI. Juste une petite notation, un petit rappel. C'est quoi ces trucs-là là? Rappel. Qu'on soit bien d'accord sur les notations. Qu'est-ce que c'est que ce que j'appelle l'intervalle entier 1n? C'est l'ensemble des K appartenant à grand N et vérifiant 1 plus petit que K plus petit que N. De même pour 1P. Et de façon générale, si ici on a alpha pour alpha et bêta appartenant à grand N carré avec alpha inférieur ou égal à bêta, l'intervalle entier alpha bêta, c'est l'ensemble des entiers K appartenant à grand N, tel que K est compris entre alpha et bêta. Voilà pour cette introduction très rapide. Deuxièmement, des définitions. Alors, soit E un ensemble non vide. On veut, ça va donner un sens à deux mots, c'est ensemble fini et ensemble dénombrable. Alors, soit E un ensemble quelconque, hein, un ensemble non vide, un ensemble de chaises. E est l'ensemble des chaises de cette salle, par exemple. Définition. Définition 1. On dit que E est fini, est un ensemble fini. Alors, si et seulement si, il existe une bijection de lui dans une partie de forme 1n à l'intérieur de l'ensemble des entiers. Autrement dit, si et seulement si il existe petit n appartenant à grand N. Alors, comme il est fini, on peut prendre petit n appartenant à n étoiles. Si et seulement si existe et une bijection, il existe n appartenant à n étoiles et une bijection de E dans un n. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble fini? C'est un ensemble qu'on peut mettre en bijection avec une partie de grand N de la forme intervalle entier 1n. Qu'est-ce que cela... C'est assez abstrait, je vous l'accorde, mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on peut compter les éléments de E et que ce comptage, entre guillemets, s'arrête. Signification ou interprétation. Interprétation. E est fini. E est fini. Si et seulement si on peut trouver une application que j'appelle phi, donc, qui va de E et qui va dans un n.
qui a un petit élément, un petit e, on va l'appeler x plutôt, parce que hop, un élément x associe phi de x, qui est bijective avec n appartient à n étoiles. Par exemple, E est l'ensemble des chaises de cette salle. Il est fini parce que je peux coller sur chaque chaise une étiquette. Et le collage, c'est phi. Par exemple, sur la chaise de Ilona, j'applique l'étiquette 1. Ça voudra dire que phi de chaise d'Ilona égale 1. En quelque sorte, on peut ainsi numéroter les éléments de grand E. Alors, leur numéro, ce sera leur image par phi. On peut numéroter les éléments de grand E grâce à phi. Grâce à phi. L'élément numéro k, de grand E, où k appartient à 1n, c'est qui, avec cette notation? Non, c'est au contraire. Qui est l'élément numéro k? C'est celui dont l'image par phi est k. Donc c'est, puisque ça c'est une bijection, c'est phi moins 1 de k, l'image de k par la réciproque de phi. Alors, si cet élément, on le note, si on note, alors égal, disons, celui-là, on peut l'appeler xk. D'accord? Alors, dans ce cas, alors, puisqu'il a bijection, vous voyez que E peut être écrit sous la forme d'un élément numéro 1, celui qui est envoyé sur 1 par la bijection de comptage, ensuite un élément numéro 2, celui qui est envoyé sur 2 par la bijection de comptage, et puis ça va aller comme ça jusqu'à x numéro n, celui qui est envoyé sur n par la bijection de comptage. Bon. Il y a quelque chose qui est important, c'est que ce n-là, il est unique. C'est à peu près clair, mais c'est donné par le lemme que j'ai donné tout à l'heure. Proposition, dans la situation, proposition et définition. Proposition et définition. Avec les notations ci-dessus, si grand E est fini, l'entier n dont on a parlé là est unique. N est unique. Et évidemment, enfin je ne sais pas si c'est évident pour vous, on dit que ça c'est la partie proposition, on dit que c'est quoi par rapport à eux, ce n, le dernier numéro après numérotation des éléments de E. On dit que c'est le, vous avez entendu parler de ça? Le cardinal de grand E, le cardinal de grand E, et on écrit n égale, alors CARD comme ça de E. Vous verrez parfois, n, vous verrez ça là, entre barres, moi j'aime pas trop, d'accord? Vous verrez parfois ça. Je préfère de loin le mot cardinal.
Donc, un ensemble fini. Un ensemble fini, admet donc. Un ensemble fini non vide, hein, puisque pour l'instant on a parlé que d'ensemble fini non vide. Un ensemble fini non vide admet donc un cardinal unique. Un cardinal unique dans n étoile. Alors, d'abord, peut-être une convention. Qu'est-ce qu'on fait des ensembles vides? Est-ce qu'on dit, parce que pour l'instant on n'en a pas du tout parlé, hein, est-ce qu'on dit que c'est un ensemble fini? Réponse oui. On dit que vide est un ensemble fini. Et on prolonge la notion de cardinal en disant que cardinal de vide égale 0. Ça paraît assez logique. Preuve de la partie proposition, preuve de l'unicité du cardinal, de l'unicité du cardinal. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu artificiel parce que vous avez admis le lemme, mais c'est pas mal que vous le sentiez, que le lemme implique l'unicité du cardinal. Donc, dans le cas où soit un ensemble fini non vide, un ensemble fini non vide, on suppose que le cardinal de E est égal à la fois à n et que le cardinal de E est égal à P, où n et P appartiennent tous les deux avec NP dans n étoile. Avec n et P dans n étoile. Alors, l'idée, c'est que on peut numéroter les éléments de E par une bijection jusqu'au numéro n. On peut numéroter les éléments de E par une autre bijection jusqu'au l'élément numéro P. C'est-à-dire qu'il existe deux bijections. Alors, une que je continue à appeler phi, qui va de E dans un n, et une autre que j'appelle psi et qui va de E dans un p. Oui, mais alors, dites-moi ce que j'écris ici, qui est une bijection de 1n dans un P, qui est une bijection de 1n dans un P. Après, d'après le lemme, hein, ici, si je trouve une bijection de 1n dans un P, alors là, tu as un coup d'avance. Il y en a le lemme numéro 1 assure alors que n égale P. Bon, vous voyez que cette preuve d'unicité, on fait toujours pareil, hein, on prend deux objets, finalement c'est les mêmes. Non, ce que j'aimerais, c'est que vous me trouviez ça là. Alors, dans quel ordre? Il y en a qui disent phi-1 rond psi, et d'autres psi rond phi-1. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Non, qu'est-ce qu'on fait d'abord pour aller de 1n dans un P? On fait d'abord phi-1, et ensuite on fait psi. Donc la bonne réponse c'est psi rond phi-1. Ça vous va? Bon ben voilà, un ensemble fini à un cardinal unique. Attention, en revanche, attention,
Le cardinal, E étant fini, hein, le cardinal n de grand E est unique, mais la bijection qu'on a appelée ici phi de E dans un n, où n égale cardinal de E, ne l'est pas. Ne l'est pas. Est-ce qu'il est à peu près clair que, décidant de numéroter les chaises de cette salle, je peux coller l'étiquette 1 sur celle d'Ilona puis suivre, ou alors coller l'étiquette 1 sur celle d'Eva et puis suivre un autre processus de collage d'étiquettes. Donc évidemment, les bijections ne sont pas. Un petit exemple important. Quel est évidemment un n, un petit truc tout évident, mais pour n appartenant à pour n1 et n2 dans grand N, évidemment un n1 est fini et son cardinal est n1. Quelle est la bijection évidente qui va de 1n1 dans 1n1? L'identité. Plus précis, pour n1 strictement plus petit que n2, vous êtes d'accord que n1, n2 est fini et son cardinal et son... Ouh là là, j'ai mis un T, au nom de Dieu. Et c'est comme hier dans ma vidéo, j'ai écrit schéma en oubliant le C. L'inspection générale ne regarde peut-être pas les vidéos. N1, N2 est défini et son cardinal est quoi? Tancred. N2 moins N1. Non. Ah bah non. Mais non, mais on l'a déjà fait plein de fois ce truc-là. Il y a combien d'entiers entre N1 et N2 inclus? N2 moins N1 plus 1. Du coup, on a la solution pour le len, le problème du len qu'on avait. Pardon? Ah ben non, on a admis le lemme pour montrer là, pour faire notre preuve. Non, le len, L-E-N, pour la taille, vous savez, on a un point pour la taille. Ah non. Parce que cardinal s'applique à une partie. Or, une famille n'est pas une partie. Est-ce que tu comprends que si je prends la famille UUVV, je ne peux pas dire que c'est une partie, parce qu'en fait, elle ne contient que deux éléments. D'accord? Donc, dans la famille, il y a la notion de... On peut répéter deux choses, alors que dans une partie, deux éléments fusionnent en un seul objet. D'accord? Donc, la solution, on ne l'a toujours pas. Sinon, on l'aurait adopté, hein. Je t'assure que les mathématiciens auraient écrit cardinal d'une famille. D'accord? Et d'ailleurs, ça se voit dans certains textes. Je me demande même si le poli n'utilise pas cardinal. J'étais à deux doigts d'écrire à l'auteur. En disant une famille n'est pas une partie. Enfin bon. Déjà que j'ai emprunté son poli, je vais peut-être pas l'engueuler. Qu'est-ce que je voulais dire? Trouvez-moi la bijection. Ici, on peut prendre, en effet, dans ce dernier exemple, on peut prendre phi qui va de... Alors, j'ai dit quoi?
de N1 dans N2 à valeur dans... Alors celui-là, on va l'appeler comment? Celui-là, on va l'appeler grand N. Hop. Dans 1, grand N. Et qui a K. Hein, souvent, on met K ici plutôt que X parce que c'est quand même des entiers. Associe quoi? Alors, il nous faut phi de N1 égale 1, phi de N1 plus 1 égale phi de N1 plus 1 égale quoi? Égale 2 jusqu'à phi de 3 petits points, phi de N2 égale N2 moins N1 plus 1. Donc, c'est quoi l'image de K? C'est quoi l'image de K? K moins c'est ça. Ah, alors dans ces cas-là, vous les compteriez dans l'autre sens. Comment ça? K moins, entre parenthèses. K moins N1, le tout, plus 1. Tu vois? Ah, j'avais compris, N1 moins K plus 1. Donc vous m'avez dit K moins N1 plus 1? Bon, ça c'est bien une bijection. Aucun problème. Et on a compté tout le monde. Et on va bien de 1 dans 1 grand N. D'accord? Allez, voilà pour cette petit exemple, proposition qui va servir aussi. Toute partie d'un ensemble fini est un ensemble fini. Toute partie E' d'un ensemble fini grand E est lui-même. Alors là, je vous laisse faire, hein, il suffit de faire une restriction de la numérotation en réordonnant les numéros. Et lui-même est un ensemble fini, est un ensemble fini. Et on a cardinal de E' est inférieur ou égal à cardinal de grand E. Preuve assez claire, qui se fait avec un exercice de renumérotage. Preuve, exercice assez facile. Et à retenir évidemment, c'est que E' inclus dans E, pour deux ensembles finis, hein, à retenir, pour deux ensembles E' et E étant finis, E' et E étant fini, en fait, hein, E étant fini, E étant fini, E' inclus dans E implique cardinal de E' inférieur ou égal à cardinal de grand E. Alors, dans cette partie définition avec un S, il y en a une que je voudrais ajouter qui en fait sera développée l'année prochaine. C'est les ensembles que l'on peut numéroter, mais où la numérotation ne s'achève pas. Alors, un petit complément. Là encore, soit E un ensemble non vide, soit E un ensemble non vide. On dit que grand E est dénombrable, dénombrable. Bon, ça porte bien son nom, hein. Que l'on peut dénombrer, dont on peut compter les éléments. Et compter ces éléments, ça suppose qu'on puisse presque les numéroter. Parce que quand on compte 1, 2, 3, 4. Alors celui qu'on a compté 1, on l'appelle
Ce sera 1. Donc, alors, si et seulement si, d'ailleurs. Si et seulement si, il existe, et cette fois on n'a plus besoin du petit n, il existe une bijection de E dans grand N. Autrement dit, un ensemble dénombrable est un ensemble dont on peut numéroter les éléments. La numérotation tenant lieu de comptage, puisque l'élément numéro 1, on dit que c'est le premier, l'élément numéro 2, etc. Mais ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que, oui. C'est une double fait qu'on numérote à partir de 1 et pas de 0, c'est pour laisser la place au... C'est pour laisser la place à l'ensemble vide qui est tout seul à avoir 0 élément. C'est juste ça qui a fait qu'on a commencé à partir de 1. D'accord, donc on dit que il existe une bijection de E dans... mais tu as tout à fait raison, en fait, dans n étoiles. Puisque j'ai mis non vide, un ensemble non vide, on dit que E est dénombrable si et seulement si il existe une bijection. Bon, alors c'est pas très grave, hein. On peut tout décaler. Vous voyez, si on commence à 0 et qu'on va à l'infini, c'est comme si... Mais bon, en termes de perception, il vaut mieux mettre dans n étoiles. Bon, normal, on peut écrire dans n, c'est à peu près pareil. Alors, faites attention. Bon, grand N lui-même est dénombrable. Hein. Grand N lui-même est dénombrable. En fait, en général, on ne met pas là n étoiles. Bon, d'ailleurs, bon, on met n en général. C'est-à-dire que le premier, c'est un peu à la Python. Le premier élément, c'est le 0e, quoi. Bon, étoile. Bon, vous comprenez que grand N lui-même est dénombrable? Plus surprenant, Z est dénombrable. Encore plus surprenant, Q est dénombrable. Et par contre, vous verrez l'année prochaine, R, ou dans un exercice si on a le temps, R ne l'est plus. N'est pas dénombrable. Je vous explique. Bon, pour Z, regardez, Z, a priori, alors la mauvaise façon de compter les éléments de Z, c'est de dire, bon, 0, on l'envoie sur 0. C'est d'envoyer 1 sur 1, puis 2 sur 2, puis 3 sur 3, puis etc. D'accord? Donc là, vous dites que 1, c'est le premier élément, mais le deuxième, vous dites que c'est moins 1. Le troisième, vous dites que c'est 2. Et le quatrième, vous dites que c'est moins 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous pouvez numéroter tous les éléments de Z comme ça. Q, c'est plus difficile puisque c'est l'ensemble des couples. C'est des fractions, hein, vous savez, les fractions. Donc il faudrait numéroter n carré d'abord. C'est tout à fait faisable. Ça m'embête un petit peu là, cette histoire de bijection dans n étoiles. Bon, ou souvent dans n. Allez, je le mets entre parenthèses. Parce que... Alors, une remarque, est-ce que les ensembles finis sont dénombrables? Alors ça, c'est une subtilité de langage, mais en toute rigueur, la réponse est non. Parce qu'il existe une bijection de E, non pas dans n ou n étoiles, mais dans une partie finie de n ou n étoiles. Donc vous entendrez souvent parler d'ensembles finis ou dénombrables l'année prochaine. D'accord? Ou au plus dénombrable. C'est-à-dire qu'il y a moins d'éléments que dans un ensemble dénombrable. Mais en toute rigueur, les ensembles finis ne sont pas des ensembles dits dénombrables. C'est une toute petite subtilité de langage. Troisièmement, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est les injections, les bijections, les surjections et les façons de compter. Donc, ensemble fini, injection et bijection. Ensemble fini. Nous, cette année, le programme, c'est ensemble fini. Hein, d'accord?
On fera des probabilités sur les ensembles finis. L'année prochaine, on fera des probabilités sur les ensembles dénombrables, par exemple. Ensemble fini, injection et surjection. Injection et surjection. Alors, hop, là, je pense que j'aurai pas le temps de faire l'épreuve si je veux aller assez vite. Alors, soit E, un ensemble fini, et N égale cardinal de E. On F, un autre ensemble fini, et P égale cardinal de grand F. Il existe proposition. Alors, on va prendre les cardinaux supérieurs ou égal à 1. Ici, on va prendre supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que les ensembles sont pas vides. Alors, proposition 1, il existe une injection de grand E dans grand F. À votre avis, si et seulement si, quoi? 2, il existe une surjection de grand E dans grand F, si et seulement si, quoi? Et grand 3, donc on mélangera les deux, il existe une bijection de grand E dans grand F, si et seulement si. Alors, le résultat, c'est quoi, à votre avis? À quel prix il existe une injection de E dans F? N est inférieur ou égal à P. À quel prix il existe une surjection de E dans F? N est supérieur ou égal à P. Et quand est-ce qu'il existe une bijection de E dans F? Évidemment, si et seulement si. N égale P. Pour faire la preuve, je vous indique comment on fait, preuve ou du moins le début. On peut poser E, on peut, via les injections, on pose E égale, alors pour éviter le X dans les deux cas, je vais les appeler A, disons A1, A2, jusqu'à AN, et F égale B1, B2, jusqu'à B indice P. Ici, je vous rappelle que AK égale phi moins 1 de K, où phi est une bijection de E dans un N, sa bijection de numérotation. De même, je n'écris pas la phrase en dessous, mais BK égale... Si, je l'écris ou pas? C'est quoi BK? BK, c'est psi moins 1 de K, où psi est une bijection de grand F dans un P. Alors, je vous laisse faire l'exercice. Regardez, supposons par exemple que E est moins d'éléments que F. Autrement dit que N soit plus petit que P. Alors, on envoie A1 sur B1, A2 sur B2, et on peut envoyer AN sur BN qui est plus petit que BP. Et ça fait une
injection. Je vous laisse faire la réciproque. Supposons au contraire que E ait plus d'éléments que F, c'est-à-dire que N soit plus grand que BP. Alors, on envoie A1 sur B1, A2 sur B2. Là, il y aura le AP qui sera quelque part. On l'envoie sur BP. Et tous les autres, on les envoie sur quoi? Ben, sur BP. Et ça fait une surjection. D'accord? Vous m'avez suivi ou pas? N est plus grand que P, donc là il y a un AP quelque part. On envoie A1 sur B1, A2 sur B2, AP sur BP, AP plus 1 sur BP, AP plus 2 sur BP, AN sur BP. Ça ne sera plus une injection, certes, mais ça sera une surjection, puisque tous les éléments de F seront décrits. D'accord? Je vous laisse faire les réciproques. La suite, exercice. La suite de points, exercice. Alors, vu le peu de temps qui nous reste, il y aura beaucoup de choses qui sont comme ça. Hein. Preuve, exercice. Une idée, puis exercice. Une dernière proposition dans cette partie. Proposition. C'est quand on a deux ensembles dont on sait à l'avance qu'ils ont le même cardinal, soit E et F, deux ensembles finis non vides de même cardinal, cardinal 1, on pose cardinal de E égale cardinal de F égale cardinal de E égale cardinal de grand F égale N, par exemple, pour reprendre les notations utilisées jusqu'à présent. Soit maintenant petit f, une application quelconque de grand E dans grand F. Une application quelconque de grand E dans grand F. On a les équivalences, de points. Est-ce que vous comprenez que si F est un... Alors, mais je vais mettre au centre F est bijective. F est bijective. Et je vais mettre à droite F est surjective. Et je vais mettre tout à gauche F est injective. Ôte-moi d'un doute, Tancred, ça filme là? Oui. D'accord. Non, parce que quelques gugus sont appuyés sur stand-by plutôt que rec. Ils se sont visés. Bon, bijective implique évidemment injective. D'accord? Bijective implique évidemment surjective. Mais si les ensembles ont la même taille et que la F est injective, alors forcément elle est aussi surjective. Donc là il y a un si et seulement si. Mais attention, ce si et seulement si qui n'a pas l'air d'être naturel, il vient du fait que ça c'est le même cardinal. Si et seulement si. Et là, si et seulement si. À quoi ça vous fait penser? Preuve, exercice, parce qu'on n'a pas le temps. Et oui. Preuve, alors je vous laisse faire ce genre de preuve. Hein. Preuve, deux points, tiens, exercice. Il y en aura beaucoup des comme ça et on ne les corrigera pas beaucoup. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais est-ce que ça vous semble naturel? Est-ce que ça vous semble d'une grande logique, ça? Si on a une application injective, parce que la question qu'il faut se poser, c'est si on a une application injective d'un ensemble de cardinal n dans un ensemble de cardinal n, en fait, elle est bijective.
Vous avez n éléments, vous les envoyez de façon à ce qu'aucun n'ait la même image dans quelque chose qui a le même cardinal que l'ensemble de départ. Parce que vous voyez que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée sont balayés. Donc les injections sont des surjections. D'accord? Et de même, si vous voulez faire une surjection, il faut qu'aucune de vos deux éléments de départ ait la même image. Sinon, il va en manquer un, il y en aura un qui n'aura pas d'image. Donc ça paraît assez clair. Alors, quatrièmement, cardinal d'une union, cardinal d'une union, sous-entendu de parties de E. Hein. De parties avec un S d'un ensemble fini. Alors, cardinal d'une union d'un ensemble fini. Et on commence par les unions disjointes. Alors, petit a, union K de deux parties, K de deux parties disjointes. Alors, eh ben, on va donner des notations. Ah, j'ai interrompu Ilona qui était en train de répondre à ma question. À quoi ça vous fait penser, ça? Alors, ça n'a rien à voir en termes de contexte. Mais si petit f est un endomorphisme, ou en tout cas même une application linéaire d'un espace vectoriel de dimension n dans un autre espace de vectoriel de dimension n, pas forcément endomorphisme, mais en tout cas un morphisme au sens d'application linéaire d'un espace vectoriel dans un autre, qui ont la même dimension, alors il est injectif si et seulement s'il est bijectif, si et seulement s'il est surjectif. Attention, ça n'a rien à voir, sauf peut-être en termes de numérotation des éléments de la base, des bases respectives. D'accord? Mais les situations sont très distinctes. Cas de deux parties disjointes. Alors, bon, soit E un ensemble fini non vide, soit et A et B deux parties de E, deux parties de E telles que... allez, proposition. Au fait, ça veut dire quoi, deux parties de E? Ça veut dire tout simplement que A est inclus dans E, que l'on peut écrire, évidemment B est inclus dans E. Juste une petite remarque, on peut écrire ça. A appartient à quoi? A, c'est bien un ensemble. Donc, si je veux le lier à E, qui est un ensemble, il faut que j'utilise le symbole d'inclusion. En revanche, A est l'élément de quelque chose, qui est quoi? Oui, un truc qu'on a appelé grand P de E. De même, B est un élément, qui est l'ensemble de toutes les parties de E. Proposition. Bon, disjointe, ça veut dire quoi? Si A et B ont une certaine propriété, alors le cardinal de leur union est quoi? C'est assez logique ça encore, hein, proposition. Ah, tout est dans le vocabulaire prévu, hein. Je veux dire là, disjointe, ça veut dire quoi? L'intersection est quoi, nul? Alors là, ça y est, vous avez pris les défauts. Vous avez pris les défauts de l'algèbre linéaire. Deux sous-espaces vectoriels, l'intersection, il y a forcément 0 dedans. D'accord? En revanche, pour des ensembles quelconques, quand on dit... D'ailleurs, on ne dit pas des espaces vectoriels, des sous-espaces vectoriels disjoints, on ne le dit jamais. Parce qu'il y a toujours 0 dans tous les sous-espaces vectoriels. Non, disjoint pour des parties qui ne sont pas évidemment des sous-espaces vectoriels, ça veut dire intersection réduite. Mais pas nul! Merci. Alors, dans ces cas-là, le cardinal de l'union, c'est
Comment ça? Non. Carte de A. Cardinal de A plus cardinal de A plus cardinal de B. Allez, cette fois, si vous voulez, on peut faire la preuve. On en fera quand même une de temps en temps. Preuve. On pose N1 égale cardinal de A et N2 égale cardinal de B. Remarquez que N1 et N2 sont tous les deux plus petits que N, puisque c'est deux parties d'un ensemble. N2 est inférieur ou égal à N, où N c'est le cardinal de l'ensemble complet. Alors, il existe des bijections, on dispose de deux bijections, une que j'appelle phi1 qui va de A dans 1, N1, et une autre que j'appelle phi2. Vous voyez les preuves de ce paragraphe, elles se font souvent comme ça là, en utilisant des bijections, hop, qui va de B dans 1,N2. Alors, qu'est-ce qu'on pose? On considère l'application phi qui va de A union B, hop, dans... Alors, ben justement, c'est ça qui va nous donner le cardinal, puisque si on dit que ça c'est... Si on dit que ça c'est une bijection, et qu'on trouve ici le nombre qu'il faut mettre pour que ce soit une bijection, ce nombre, d'une part, est unique, et d'autre part, c'est le cardinal de A union B. Qu'est-ce que vous me proposez? On prend un élément X au départ, je lui associe... regardez, c'est tout bête, hein. On va compter les éléments, d'abord ceux de A, autrement dit, si X appartient à A, je vais lui associer phi de X. Si X appartient à A. Et puis, comme il n'y a aucun élément commun à A et B, je peux après passer aux éléments de B. Autrement dit, je peux faire un cas disjoint si X appartient à A ou si X appartient à B. Ça, c'est parce que A et B sont disjoints. Donc les cas X appartient à A et X appartient à B sont disjoints. Eh bien, qu'est-ce que j'écris? C'est pas phi 2 de X. Ah, pardon, il phi 1 de X ici, oui. Et là, qu'est-ce que j'écris? Et soyez malins. Soyez malins. Mais non, pas phi de 2x, sinon on va recommencer à... il y aura 1 dedans, phi de 2. Regardez, phi 2, on voit quelque chose sur 1. Bon, tu dois compter les chaises de 2 salles. D'accord? Comme les salles sont distinctes, il y a peu de chances qu'une chaise soit dans 2 salles en même temps. Tu comptes les tables de celle-ci, tu arrives à... Vous êtes 24, c'est ça? Quel est le premier numéro que tu vas donner aux chaises de l'autre? Donc, ici, oui, c'est N1 plus phi 2 de X. Alors, je vous laisse montrer que ça, c'est une bijection. Et on montre alors que... On montre alors que phi est une bijection. Une petite remarque, c'est pas tout à fait fini. Qu'est-ce que je dois mettre là? Autrement dit, quel sera le dernier élément qui aura le numéro le plus grand? Que le dernier élément, ça c'est purement subjectif, hein, en tout cas.
Cette technique de numérotation par bijection phi étant fixée, quel est l'élément qui aura le plus grand numéro? N1 plus N2. Alors, est-ce que cette alors, parce que quand on fera du dénombrement, il y a des fois où on ne reviendra pas à des preuves du type cherchons si elle est vraiment injective et cherchons si elle est vraiment surjective. Est-ce que ça vous paraît? Est-ce que je peux dire qu'elle est clairement bijective? Est-ce qu'elle est clairement bijective, cette application? Est-ce que vous voyez qu'aucun élément n'a... Les éléments qui sont de A ne peuvent pas avoir la même image puisque phi1 est injective. Les éléments de B ne peuvent pas avoir la même image parce que phi2 est injective et un élément de A et un élément de B ne peuvent pas avoir la même image puisqu'il y a au moins N1 d'écart. Vous me suivez? Et on réfléchit pour la surjection. Mais tous les éléments entre 1 et N1 sont balayés par les images de phi2x quand x décrit A. Et tous les éléments entre N1 plus 1 et N1 plus N2 sont balayés par les phi de x quand x balaye B. Autrement dit, c'est une bijection. Et on en déduit que quoi? On en déduit que puisqu'on a trouvé une bijection de A union B dans 1 quelque chose, ce quelque chose-là, d'une part, est unique, et d'autre part, c'est le cardinal. On en déduit que N1 plus N2... N1 plus N2, c'est le cardinal de A union B. C'est-à-dire que, je vous rappelle nos notations, N1 c'est cardinal de A, et c'est-à-dire que cardinal de A plus cardinal de B égale cardinal de A union B. Alors, ça c'est bien si A et B sont disjoints. Peut-être juste avant de faire le cas où elles ne le sont pas, une petite généralisation. Généralisation, soit... Alors je vais les appeler A1, A2 jusqu'à A. N a servi beaucoup de fois, donc allez, on va prendre A grand N, des parties de E, 2 à 2 disjointes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 2 à 2, 10 jointes. Ça veut dire, je vous écoute, que quel que soit le couple IJ appartenant à un grand N au carré, on a déjà vu des choses de ce type. Si I est différent de J, ceci implique que AI inter à J est l'ensemble vide. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le cardinal de l'union pour 1 plus petit que K plus petit que grand N des AK? C'est bien sûr la somme pour 1 plus petit que K plus petit que grand N des cardinaux de AK. Donc ça marche pour 2, mais ça marche pour 3. Hein. 4, 5. Si A1, A2 et A3 sont des ensembles, des sous-ensembles disjoints de E, 2 à 2 disjoints, le cardinal de A1 union A2 union A3, c'est cardinal de 1 plus cardinal de A2 plus cardinal de A3. Proposition évidemment importante, c'est... Alors, est-ce que j'ai mis un petit B dans mon... J'ai mis A ou pas? Alors, je mets un petit B, et ça s'appelait comment mon petit A? K des parties disjointes? K de parties quelconques. De deux parties quelconques. K de deux parties quelconques. De deux
partie quelconque. Allez, donc proposition. E étant un ensemble fini, E étant un ensemble fini, A et B, et A et B, deux parties de grand E, cette fois quelconque, pas forcément disjointe, deux parties de grand E, virgule, qu'est-ce qu'on a en termes de cardinal de A union B égale, je vous écoute. Cardinal de A. Oui. Plus cardinal de G. Oui. Et moins cardinal de A interne. Oui. Alors, attention, ça vous rappelle là encore peut-être la formule de Grassmann, mais la situation est très distincte. Hein. On ne parle pas de somme directe, les plus sont des vrais plus entre deux nombres, d'accord, et les cardinaux sont des nombres. Hein. Remarquez qu'il y a des dimensions aussi, et la formule de Grassmann est une égalité entre entiers. En revanche, et attention, parce que cet après-midi, à part... non, je vois pas, vous n'avez pas à écrire cardinal. Je veux dire, ce qui va vous intéresser, c'est les dimensions. Hein. Et ça n'a pas de rapport. Hein. Regardez, par exemple, dans une droite vectorielle, c'est quoi la dimension d'une droite vectorielle? 1. Et c'est quoi son cardinal? S'il y en avait un, ça serait plus l'infini. Il y a autant d'éléments dans une droite vectorielle que dans R. C'est même... Alors, plus l'infini, enfin, vous verrez plus tard, mais il y a des infinis plus grands que d'autres, entre guillemets. Il y a le cardinal de n et le cardinal de R. Alep 0, Alep 1, enfin, vous verrez. Mais une droite vectorielle, il y a autant d'éléments dans une droite vectorielle que dans tout R. Vous êtes d'accord? Si on a affaire à un espace vectoriel. Et pourtant, sa dimension, c'est seulement 1. Donc faites attention, cardinal et dimension, c'est deux choses complètement différentes. Preuve. Je vous écoute. Preuve. Une idée. Considérez, bon, je vous guide, mais j'aimerais bien que vous la fassiez un peu. Considérez A privé de B et B privé de A. Là, on a Ici c'est A, ici c'est B, et là il y a A inter B. Hop, comme ça. Qu'est-ce qui est disjoint là-dedans? Qu'est-ce qui est disjoint là-dedans? Est-ce que vous voyez que A inter B et A privé de B sont disjoints dans A? Ça, c'est quoi? Alors, je vais en blanc, je mets les A inter B. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est A privé de B. Et je vais mettre en, je sais pas quoi, en rouge. Ce qui est en blanc, c'est A union B. Non, A union B, elle n'apparaît pas au tableau, là. A union B, c'est... Non, pardon, c'est A inter B, vous avez marqué A union B. Ah, pardon, je me suis trompé. Excusez-moi, j'ai mis union B, ça c'est complètement idiot. Merci. A inter B. Oui, l'union n'apparaît pas enfin, l'union, c'est quoi? Je veux bien te la faire en vert. Hein. La union B, c'est... Hop. Bon, pendant que je fais mon truc un peu laborieux, là. Voilà, ça c'est la union B. Et en rouge, c'est quoi? B privé de C'est B privé de A. Je vais mettre là, ce truc là. B privé de A. Et en vert,
A union B. Bon, est-ce que vous voyez que le blanc et le orange sont distincts dans A? Alors, je vous écoute, on a A privé de B, on a A privé de B, union A inter B égale A, et A privé de B inter A inter B égale, me dit qu'ils sont disjoints, donc on en déduit, en appliquant notre preuve de tout à l'heure à l'ensemble A qui est fini, puisque c'est la partie d'un ensemble fini, que le cardinal de grand A, c'est quoi? C'est le cardinal de A privé de B plus le cardinal de A inter B. D'autre part, de même, alors, là je vais peut-être pas refaire de justification, de même, je vous écoute, cardinal de B égale quoi? De même, le cardinal de B, c'est le cardinal de B privé de A plus le cardinal de A inter B. Or, et là je fais appel à ma généralisation de tout à l'heure, or, on a cette fois A union B égale quoi? A privé de B. A privé de B, A privé de B, union A inter B, union B privé de 1. Vous me suivez ou pas? Et les trois parties considérées, et ces trois parties sont et A privé de B, virgule, A inter B, virgule, B inter A sont 2 à 2 disjointes. Si on marque l'inter en projet, on marque ensemble le vide, ça veut dire pareil? J'ai pas compris ce que tu veux. Si on veut dire on marque A inter B, 1 A privé de B, inter A. Ah oui, comme ici. Oui. Oh, c'est plus court d'écrire 2 à 2 distincts. Surtout si tu utilises écrire comme ça, 2 à 2. Je veux dire que ça aurait pu vouloir dire juste distinct et pas 2 à 2 distincts si on aurait fait la question. Ben, si tu veux, non, c'est important 2 à 2 distincts parce qu'il faut dire que l'intersection de ça avec ça, c'est vide, de ça avec ça, c'est vide, de ça avec ça, c'est vide. Donc il faut écrire 3 choses. C'est pour ça que je pense que écrire 2 à 2 distincts. Donc, je vous écoute. Et on a fini. Le cardinal de A union B, c'est quoi? Cardinal de A union B, c'est cardinal de A privé de B plus cardinal de A inter B plus cardinal de B privé de A. Est-ce qu'avec ces 3 égalités, vous voyez que c'est plié? Ça et ça, c'est gagné. C'est-à-dire que vous remplacez cardinal de A privé de B par cardinal de A moins cardinal de A inter B. Vous remplacez cardinal de B privé de A par cardinal de B moins cardinal de A inter B. Qu'est-ce qui va rester? Cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de A inter B moins 2 fois cardinal de A inter B. Donc finalement moins 1 fois. Ceci permet de
conclure. Ceci permet de conclure. Alors, attention là à la généralisation. Bon, c'est pas si évident. Alors, voilà, non, un dernier point que je voulais vous donner avant de passer au dénombrement, c'est les ensembles produits et le cardinal de les applications d'un ensemble fini dans un autre. Je peux effacer? Alors, c'est cinquièmement, il me semble. Cinquièmement, ensemble produit. Ensemble produit, sous-entendu ensemble fini produit, et cardinal de et K de F exposant E. Alors, soit E1 et E2, soit E1 et E2, deux ensembles finis. Deux ensembles finis, non vides. À votre avis, qu'est-ce que c'est que le cardinal de E1, 3, E2? Proposition, le cardinal de E1, produit cartésien de E1 et E2, égale plus. Qu'est-ce qu'il y a dans cardinal quand dans E1 croix E2? Alors, bon, d'abord, je laisse ça en suspens parce que ça n'a pas l'air évident. Un petit rappel. Qu'est-ce que tu mets dans E1 croix E2? Bah, ça s'appelle des couples, hein. Donc c'est les couples x1, x2, slash où x1 est un élément de E1 et x2 appartient à E2. Donc par exemple ici, est-ce que vous voyez que... Alors, bon, ça va être un cas un peu particulier, mais il y a l'ensemble des tables et l'ensemble des chaises. D'accord? Bon, il y a 24 tables, c'est ça? Et 24 chaises. Combien vous pouvez faire de couples table-chaise? 24 fois 24, non? Donc, c'est pas 24 plus 24. Donc, c'est cardinal de E1 multiplié par cardinal de E2. Qui veut lui poser une question? Non? Tu te ravises. Donnez-moi une preuve. Faisons une preuve rapide, puisque c'est pas ça. Allez, une preuve. Preuve. On pose, là encore. On pose. N1 égale cardinal de E1. N2 égale cardinal de E2. Grâce à deux bijections auxquelles je n'ai pas envie de faire référence, on peut écrire E égale A1, A2 jusqu'à AN1. Et attention, j'ai mis des parenthèses au lieu des accolades.
A1, A2 jusqu'à AN1 et F égale, avec notre système de numérotation, hein, il existe une bijection de E1 dans 1N1. Si je prends les images réciproques de 1 à N1, j'appelle ça le premier élément de E et je l'appelle A1. A2, c'est l'image réciproque, l'image par la réciproque de la bijection de comptage de l'élément 2. Et c'est le deuxième élément de E. Dans B, je peux faire pareil, et j'appelle B1, B2, mais jusqu'à BN2 cette fois, les éléments de E. Qu'est-ce que l'on va créer? Ils sont tous le F. C'est pas E1. C'est quoi? Ah, il n'y a pas de F. Ça, c'est E2, merci. Alors, l'idée, c'est quoi? E1. E1. L'idée, c'est quoi? C'est que pour chaque... regardez, on va déjà... C'est tout bête, hein, l'idée, mais combien il y a d'éléments qui sont de la forme, l'idée de la preuve, l'idée, c'est... Idée. Après, on mettra ça en forme avec une bijection, si vous voulez, mais il y a éléments de E1 croix E2 de la forme A1 X où X appartient à E2. De façon générale, plus générale, il y a un certain nombre d'éléments de E1 croix E2 de la forme de la forme AK virgule X où K appartient à 1N1 et X appartient à E2. Alors, je vous écoute. On finira peut-être sur cette... Non, parce que je veux quand même énoncer l'idée de... Bon, il y en a combien? Il y a combien de couples de E1 croix E2 qui commencent par E1? Ben, autant d'éléments que l'on peut choisir de X dans E2. Donc il y en a N2. De façon générale, il y a N2 éléments de E1 croix E2 de la forme AK où K a été fixé préalablement. Vous me suivez? Donc, qu'est-ce qu'on pose? On pose, allez, grand F K égale AK croix E2. Ça, c'est quoi? C'est l'ensemble des couples de la forme AK virgule X, où X décrit, où X appartient à E2. Ceci pour K appartenant à 1 jusqu'à N1. Est-ce qu'il est clair pour vous qu'on a E1 croix E2 égale F1 union F2 union F N1. Qu'est-ce qu'il y a dans F1? Les couples qui commencent par 1. Qu'est-ce qu'il y a dans F2? Les couples dont la première composante sont A2. Qu'est-ce qu'il y a dans Fn1? Les couples dont la première composante sont N1. Bon, et si je fais l'union de tous ces couples, j'ai bien tous les couples qui sont dans E1 croix E2. Or, F, et regarde là, Théo, c'est quand même là, tu vas pas t'amuser à écrire
que toutes les intersections 2 à 2 sont réduites à 0. Donc là, tu dis ça, là, sont 2 à 2 disjoints. Alors, est-ce que c'est clair, ça, au fait, que c'est 2 à 2 disjoints? Si on a un couple qui commence par A3 et un couple qui commence par A4, ils ne peuvent pas être le même. Il n'y a aucun couple de F1 qui est dans F2. Tous les couples de F1 ont pour première composante A1. Tous les couples de F2 ont pour première composante A2. Il n'y en a aucun qui est commun. Donc, le cardinal de E1 croix E2, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n, donc de 1 plus petit que k plus petit que n1, des cardinales de Fk. Or, et là pour le coup, alors, est-ce que l'idée, je dois ce qu'on appelle la formaliser? Est-ce que c'est clair pour vous que cardinal de Fk, c'est N2? Or, quel que soit k appartenant à 1,N1, le cardinal de Fk, c'est N2. Et ça, c'est mon idée de départ. Formalisation, si vous voulez. Formalisation de cette idée donnée au départ. Si vous allez de Fk et dans... Alors ici, qu'est-ce qu'il y a dans Fk? Il y a les couples de la forme AK, X. Ça vous va? Et là, vous allez dans dans E2. Dans E2, et là vous lui associez X. Eh bien ça c'est une bijection. Vous êtes d'accord? Ça c'est une bijection. Est une bijection. Donc quoi? Donc le cardinal de Fk égale cardinal de Fk égale cardinal de E2 égale N2. Et ça, c'est vrai pour tout cas. Finalement, le cardinal de E1 fois E2, alors ils sont tous égaux là, c'est la somme pour 1 plus petit que k plus petit que n1 de n2. Et vous voyez que si on somme n1 objets qui sont tous égaux à n2, ça fait n1 fois n2, ce qui fournit le résultat. Ce qui fournit le résultat, oui. Pourquoi FK, ça va donc Ben parce que dans FK, il y a des couples. FK, c'est les éléments de E1 croix E2, dont le premier élément est AK. Mais son deuxième, donc AK est dans E1, donc X est dans E2. Ça vous va? Alors cette application, je l'appelle... Du coup, ça va dans E1, croix E2. Pardon? Ça va dans E1, croix E2. Mais parce que dans un couple de E1 croix E2, le deuxième, ce qu'on appelle la deuxième composante du couple, est bien un élément de E2. D'accord? Où est AK là? Ça c'est FICA si vous voulez. Cette application je l'appelle FICA. Pourquoi? Il y en a autant que d'objets dans E1. Phi1 c'est quoi? C'est à tout couple A1X, j'associe X. Phi2 c'est à tout couple A2X, j'associe X. Ça vous va? Donc tu comprends pourquoi c'est le produit? C'est parce que pour chaque table, tu peux l'associer à une chaise. Donc derrière ta table, tu aurais pu mettre l'une des 24 chaises de la salle. Derrière cette table, tu aurais pu aussi mettre
Donc si tu veux compter l'ensemble de tous les couples table-chaise, c'est bien 24 fois 24. Et si on a une chaise de plus, tiens, celle-là, derrière ta table, tu peux mettre 25 chaises. Derrière la table de Tancred, tu peux mettre 25 chaises. Donc l'ensemble des couples table-chaise, c'est 24 fois 25. 24 tables fois 25 chaises. L'ensemble des couples possibles, table-chaise. Conséquence ou proposition. Allez, proposition. Soit E et F. Deux ensembles finis non vides. Le cardinal d'un ensemble les applications de E dans F, c'est quoi? Le cardinal de l'ensemble des applications de E dans F, c'est quoi? Alors d'abord, comment on écrit l'ensemble de toutes les applications de E dans F? Rappel. Bon, d'abord j'écris cardinal de quelque chose égal, et puis ici, je mets quand même un petit rappel. Désigne l'ensemble de toutes les applications de grand E dans grand F. Désigne l'ensemble de toutes les applications de grand E. C'est Ah non, non, ça, là encore, là, tu es dans tes réflexes de l'algèbre binaire avec tes endomorphismes. C'est F exposant E. Vous vous souvenez de... Alors attention, là, on ne parle plus d'ensemble fini, hein, mais R exposant N, c'est l'ensemble de toutes les applications de N dans R, donc c'est l'ensemble de toutes les suites. Vous me suivez? Bon, alors à votre avis, c'est quoi le cardinal de F exposant E? Ah non, beaucoup plus que ça. Exponentielle cardinal de E. Alors, Exposant. cardinal de F exposant, oui. Et d'ailleurs, est-ce que vous comprenez que c'est pour ça qu'on a utilisé cette notation? En partie. Je pense que c'est pour ça qu'en partie on a utilisé cette notation. L'ensemble des applications de E dans grand F. Pourquoi? Pourquoi? Je vous laisse 3 minutes de réflexion. Bon, ben alors, je vous laisse. Vous faites bien de rappeler qu'il faut vous garder le cerveau frais pour tout à l'heure. Donc, ce que je propose, c'est qu'on arrête. Vous réfléchissez à ça et on en reparle lundi.